Bonjour les amis, voilà juste un petit message avant que cet épisode commence. On est sur un podcast mini pitch, c'est-à-dire un épisode un peu entre deux, pendant qu'on prépare la prochaine émission sur l'échec et l'optimisme qui nous prend pas mal de travail. Donc là, ce sera juste une discussion culturelle autour des œuvres qui nous ont plu récemment. Donc si vous voulez des petits conseils séries, films ou même de livres, voilà, c'est un épisode que vous pouvez écouter tranquillement en train de faire la vaisselle ou même de faire la cuisine ou peu importe, de vous ennuyer, je ne sais pas, en fond sonore. Alors désolé, vers la fin, il y aura des petits décalages parce qu'on l'a enregistré sur une nouvelle plateforme. Donc voilà, c'est pas parfait. C'est pour ça que des fois, il y a des petits blancs dans les réponses ou même des réactions un peu déplacées. Mais c'est un épisode juste tranquille, détente à mettre en fond si vous vous ennuyez ou que vous avez besoin de son. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Salut les amis. Bienvenue dans le mini Salut pitch. Corentin, salut Nico. Salut tout le monde. Alors c'est un mini pitch, c'est un épisode un petit peu spécial puisque ce n'est pas un pitch, ce n'est pas non plus pas un podcast, hein, c'est un mini pitch, c'est entre les deux. On va discuter avec vous de plein d'œuvres culturelles qu'on est en train de regarder, lire, dans une ambiance plus détendue que d'habitude, et puis entre copains et copines. On a essayé de lancer un petit live Twitch, Facebook, mais comme d'habitude nos compétences techniques étant ce qu'elles sont, on s'y est pris à la bourre, mais néanmoins, on va partir sur ce petit pitch. Alors, Damien, est-ce que tu as des nouvelles du pitch? Ah oui, alors je l'ai eu au téléphone hier soir. Il vous passe le bonjour d'ailleurs, il vous fait de Comment gros bisous. va-t-il? Le pitch se Bien, porte c'est très cool. très bien. Pour ceux qui nous suivent un petit peu, on a donc sorti le dernier épisode qui a été sorti porte sur la série de Netflix qui s'appelle Life in Color, une mini-série documentaire en 3 épisodes portée par le documentariste émérite David Attenborough et qui nous parle un peu de l'usage de la couleur dans le monde naturel, les animaux, comment ils utilisent la couleur pour se protéger, pour survivre, pour trouver à manger, pour se reproduire. Enfin, voilà. C'est assez féerique comme épisode. On vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse. Et là, on est en train de préparer un nouvel épisode, qui sera du coup l'épisode quoi, 13, un truc comme ça, non? Ou 12? Alors si on compte celui-là comme le 12, non, ça sera le 13. Celui-là, on pourrait dire c'est 12 et demi, donc ça Alors, sera le 13, effectivement. D'accord, ok. c'est vrai que les gars, en plus, on n'a pas du tout la même manière de compter parce que moi, quand je fais mes petits fichiers Excel, etc., moi, je compte en saison et du coup, le premier épisode de la saison, je le nomme, numéro 1. Parce qu'on est d'accord que le prochain, a priori, nouvelle formule, nouvelle saison. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, effectivement. Ah bah oui, parce qu'on peut peut-être en parler un petit peu. Du coup, là, c'est vrai que le prochain sera un petit peu différent des précédents, puisque on s'intéresse au thème de l'optimisme et de la réussite, de l'échec, on est un peu dans l'univers du développement personnel un peu plus que dans les pitchs précédents. Ouais. Et on se base sur un bouquin. Tu peux nous rappeler un peu les références du bouquin, Coco, parce que tu connais en fait Alors son oui, auteur. c'est pour réussir, oser échouer, qui est un livre de Michel Poulart, qui est lui conférencier autour principalement de l'optimisme et de l'optimisme et de l'échec aussi, puisque ça va ensemble souvent. Et il a écrit ce livre-là pour, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la couverture, réconcilier les lecteurs avec l'échec. Et ce qui est quelque chose d'assez compliqué pour nous Français, notamment par rapport aux cultures anglophones qui ont plus une culture de l'échec. Nous on a une culture de la gagne, il faut gagner, et si on perd c'est mal, et si on perd c'est parce qu'on mérite de perdre et qu'on est vraiment qu'un loser. Et voilà, donc on a eu la chance d'interviewer Michel dans une longue interview d'une heure, donc on vous découpera ça et on vous fait un nouveau format, on teste pour passer un peu mieux sur YouTube, essayer que ça soit un peu plus simple à digérer. Digeste. Voilà, digeste. On va essayer de faire du 15-20 minutes avec 3 axes ou 4 axes ou 2 axes en fonction de l'œuvre principaux et plus de documentation autour d'un thème et d'une problématique précise au lieu de juste une œuvre. Exactement. Et du coup, ça... Ouais, c'est ça, c'est que du coup, on va... Vas-y, Nicolas. On est décalé ou pas? Genre, ouais, c'est ça, c'est non, t'en fais pas. On va s'intéresser effectivement à une œuvre principale et puis derrière, chacun de notre côté, on se crée un corpus pour justement traiter non pas que de l'œuvre, même si ça sera le cas, mais vraiment se documenter sur le sujet global et puis nourrir le podcast effectivement de nos recherches, mais aussi de nos expériences à nous, surtout que c'est un sujet quand même qui concerne tout le monde, donc j'ai hâte d'en parler avec vous.
Complètement. Pareil. Donc Complètement. voilà des nouvelles du pitch. Et donc, pour donner à peu près un ordre d'idée, même si on n'est pas sur un calendrier très très précis et des deadlines, voilà, on a déjà enregistré la première partie, donc l'interview avec l'auteur, et on L'interview, va enregistrer une deuxième partie où on est plus dans une discussion entre nous, comme on a l'habitude de le faire dans le pitch. Et tout ça fera que l'épisode sortira aux alentours certainement de fin juin, à peu près, ou début juillet, on fin verra. juin, début. En tout cas, le premier épisode devrait sortir fin juin, effectivement. Après, sur le reste, fin juin, courant juillet, vous aurez le reste des épisodes normalement, puisque ça va être en plusieurs épisodes, effectivement séparés en plus petits morceaux. Exactement. Je vous propose, les amis, de peut-être commencer. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine ou les 3 dernières semaines, puisque ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Vous en êtes où? Eh ben, écoute, je commence peut-être, Nico, tu voulais commencer? Eh ben, vas-y. Alors, eh ben moi je suis. Non, En fait, vas-y, je t'en prie, je t'écoute. ça marche. Eh ben, écoutez, moi en fait j'ai assez peu regardé de séries, de films, mais je voudrais vous parler d'une autre découverte que j'ai fait récemment et qui est un jeu vidéo, figurez-vous. J'ai commencé à jouer sur PS4 sur un jeu qui a été gratuit durant le mois de, je sais plus, je crois que c'était peut-être avril ou mai. Et vous savez, il y a des jeux gratuits là pour ceux qui ont un compte PlayStation Plus. Ouais, t'as mis à voler un jeu, oui. Il était tombé du camion dans la rue comme ça. Non, c'est un jeu que j'avais téléchargé parce qu'en fait, il m'avait déjà un peu inspiré à sa sortie, mais je l'avais pas acheté parce que les critiques étaient pas si bonnes que ça sur ce jeu. Il était noté de manière assez moyenne. Du coup, je m'étais dit, bon, il y a plein d'autres trucs à faire et tout. Et en fait, il m'avait quand même resté dans un coin de la tête. Et quand je l'ai vu gratuit, je me suis dit, allons-y, c'est l'occasion de ne pas payer trop cher et puis de le tester. Et puis au pire, si ça me plaît, je continue. Sinon, je m'en vais. Et ce jeu s'appelle Greedfall. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors non, mais je vais immédiatement chercher une image et en profiter pour vous dire que nous sommes en live sur Facebook. Super, les et amis. ben, bienvenue à ceux qui nous regardent, écoutent sur Facebook. On est donc dans le mini pitch et on fait une petite revue de presse, revue culturelle des choses qu'on a vues, lues, jouées ces dernières semaines et on essaie d'en parler avec vous. Et donc je suis en train de parler d'un jeu qui s'appelle Greedfall, un jeu vidéo du coup sur PS4. Et Greedfall en fait c'est un jeu français. Voilà, on a la petite Normalement, vous devriez avoir une image qui image. s'affiche, super. Et ben, je trouve qu'en plus la jaquette est assez jolie, elle invite un peu au voyage. Attends, Il y a fais un voir, côté fais un voir, peu, Skyrim. ouais, il y a un côté un petit peu. Alors Skyrim, ouais. En fait, c'est un RPG, hein, donc un jeu où on contrôle un personnage qu'on fabrique au départ. Enfin, on choisit une tête, on lui choisit, voilà, un sexe. On peut être un homme ou une femme. Et donc le pitch de ce jeu, c'est que on est dans un monde qui s'apparente un peu au XVIIe siècle, un peu, vous voyez, un peu dans l'esthétique là, avec des chapeaux tricornes, des grands manteaux, des revolvers à poudre. Et beaucoup de Il y a brume. beaucoup de brume et tout. Énormément de brume. Et on est donc dans le XVIIe siècle, mais c'est un XVIIe siècle un peu fantasmé, un peu irréaliste, parce qu'il y a de la magie aussi, il y a des monstres et des trucs comme ça. Et ce qui se passe, c'est que il y a 3 factions qui sont dans ce monde-là, et les 3 factions sont un peu la guerre, elles sont un peu ennemies politiques. Sauf que il y a une maladie qui décime une bonne partie de la population du continent, qui s'appelle la malicore. Et donc là, c'est assez rigolo d'y jouer en 2021 parce que le jeu est sorti en 2019. Mais C'est vrai que c'est rigolo. avec le Covid, voilà quoi. Et donc du coup, on contrôle ce personnage-là, et donc ce personnage-là est un diplomate. Donc on joue le rôle d'un diplomate. Bon, clairement, on va aussi castagner, hein. Il y aura du flingue, il y aura de l'épée, il y aura du monstre. Vous inquiétez pas, c'est un diplomate, mais genre version Bruce Willis, quoi, hein. Mais il est quand même diplomate, et donc du coup, il est censé faire un petit peu la navette entre toutes les factions et tout. Et le but, c'est évidemment de trouver un remède à la malicore, à cette espèce de maladie mondiale qui a pas de remède et qui tue à tour de bras à plein de gens. Et au début du jeu, on apprend qu'il y a une nouvelle île qui vient d'être découverte. Et sur cette île, qui est un peu mystérieuse, un peu bizarre, eh ben, il y aurait peut-être un remède pour cette maladie. Et donc, on est envoyé sur cette île-là avec notre cousin pour essayer de trouver de se démerder pour trouver un remède à la maladie. Et du coup, c'est un jeu qui est assez envoûtant. On voit dans les images là que tu fais défiler, Corentin, il y a vraiment un gros travail sur les lumières, sur les environnements, sur Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. c'est assez joli. Et il y a aussi, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a le côté joli du jeu. Il y a le côté gameplay, c'est un RPG, donc bon, c'est assez classique, même si en fait il y a un système un peu différent de pause. Durant les combats, en fait, on peut faire une pause et choisir son action d'après. Et du coup, voilà, c'est un peu Ok. tactique. Les combats sont assez bien faits, assez stratégiques. Ouais, c'est du tour à Pas tour, du quoi. tour à tour parce que du coup c'est quand même, Finalement. on tape en direct. Sauf que on peut stopper le temps quand on veut
pour choisir l'action d'après si jamais D'accord. on sent que c'est le bordel, qu'on perd de la vie et tout ça. Ah, ok, ok, ok. Donc ça, c'est assez original, c'est comme système de jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un vrai travail sur. En fait, c'est aussi un jeu un peu sur la colonisation, quoi, sur le fait qu'on arrive dans une terre où évidemment il y a déjà des gens qui habitent. Donc c'est un peu ce qu'on appelle, enfin, c'est des natifs, c'est des gens qui habitent sur l'île, mais qui ont une culture vachement plus proche de la terre, de la nature, tout ça, donc beaucoup moins évolué technologiquement. Ce sont les Exactement, les autochtones. autochtones. Et du coup, il va falloir gérer un peu, en tant que diplomate, entre les trois alliances qui essaient de s'emparer de l'île, les natifs qui sont là aussi et qui n'ont pas envie forcément qu'on s'approprie leur culture ou qu'on voilà. Et c'est hyper intéressant aussi la vision un peu sur la colonisation en fait, sur un petit peu comment on arrive dans une terre qui est pas la nôtre et est-ce qu'on s'impose, est-ce qu'on s'impose pas, est-ce que voilà. Donc c'est hyper intéressant. Et alors, tu fais quoi? Tu Qu'est-ce qu'il y a t'imposes ou tu fais comment? Non, Tu moi t'imposes, toi? j'avoue, j'ai un caractère assez rond, j'arrondis les angles, du coup j'essaie toujours de me faire bien voir par les uns les autres. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que justement, il y a un moment où en fait, C'est parce que ouais, t'as des choix dans t'as le pas mal de dialogue et choix dans tout. le dialogue, t'as des choix d'approche aussi, tu peux y aller de manière forte, buter tout le monde, ou alors essayer de Ok. faire avec ton charisme, parce que du coup, en fait, t'as le côté RPG, donc tu peux améliorer tes caractéristiques, et donc t'as une caractéristique charisme qui te permet de mieux réussir à convaincre les gens dans les choix de dialogue et des trucs comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ça me rappelle un peu Fallout, là où tu mets des points de charisme, bah, tous les jeux de Complètement, RPG c'est de un toute truc très façon. très classique dans l'RPG. Mais donc du coup, pour terminer sur ce jeu, et après je vous passe la parole, en fait, moi je l'ai bien aimé. Alors, il a plein de défauts. Vous allez certainement voir si vous vous renseignez dessus sur Internet que ils sont pas toujours Oups. super. Les critiques sont pas toujours élogieuses. Il doit être, enfin, en fait, c'est un jeu double A. Alors les jeux triple A, c'est vraiment les grosses stars du jeu vidéo avec un budget énorme, des blockbusters. On pense à The Last of Us, Red Ouais. Dead Redemption, tout ça c'est des triple A avec beaucoup de budget. Gridfall, c'est pas un triple A parce que c'est un jeu français. Donc les studios français, à part Ubisoft, c'est pas toujours des gros poids lourds. Et ils ont C'est pas la ça. Et du thune. coup, c'est un double A, c'est-à-dire c'est le cran juste en dessous en termes de budget. Et du coup, bah forcément, il a un petit peu des défauts. Alors des fois, il est un peu lent, des fois, il est un petit peu il y a des passages où on est obligé de faire des allers-retours entre plusieurs zones, donc c'est un peu chiant, un peu fastidieux. Les combats, des fois, ils sont un peu répétitifs. C'est pas un vrai monde ouvert, c'est-à-dire que c'est des zones ouvertes au sein Mm. d'un monde, mais on est quand même obligé de passer, il y a des temps de chargement d'une zone à l'autre. Donc voilà, il y a plein de petits défauts qui minorent l'intérêt du jeu, mais moi je trouve qu'il a quand même quelque chose. Et surtout, en fait, c'est cool de jouer à un jeu français, je trouve, parce que voilà, moi je joue pas forcément souvent à des jeux français. Et juste pour la petite histoire, en fait, le studio qui a créé ça, c'est un studio qui s'appelle Spiders et qui est dirigé par une femme qui s'appelle Jeanne Rousseau. Et Jeanne Rousseau, qui est du coup la lead designeuse de ce jeu-là, elle a reçu une distinction en 2020. Elle a eu le Pégase de la personnalité de l'année. Le Pégase, en fait, les Pégases, ouais, on connaît Le pas trop les Pégase. Pégases, mais les Pégases, en fait, c'est un peu les Oscars du jeu vidéo, quoi. C'est une nouvelle cérémonie pour essayer de D'accord. récompenser Ok. vu que les jeux vidéo n'avaient pas de cérémonie officielle avant ce moment-là. Effectivement. Et donc voilà. Donc du coup, moi je trouve que c'est un studio qui est intéressant à suivre. Ils font des trucs intéressants, un peu différents. Et pour ceux qui aiment les RPG et qui ont envie de tester ce jeu un peu bizarre, un peu spécial, avec un tout particulier, et ben allez-y. Moi je m'éclate dessus et malgré ses défauts, Et je pour le conseille. coup, il est pas très cher sur PC, sur un stand Ouais. gaming notamment. Il est à 16 balles. Donc peut-être que c'est le moment de se faire Pour ceux qui aiment plaisir. vraiment les Voilà. histoires avec un univers très fort et voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois à peine que j'ai fini Red Dead 2 et juste avant c'était The Last of Us. Et Et oui, c'est très c'est difficile pas de facile. trouver un jeu voilà où t'as une histoire aussi conséquente, épaisse et aussi prenante. Il a l'air très beau. En revanche, De façon esthétique, il est très beau. non mais il est très très cool, hein, très très sombre et tout. Et puis en gros t'es une jeune femme enfin une jeune ado du coup qui doit avoir je sais pas, elle a 15 piges, elle doit protéger son petit frère. Ok. Et donc t'as un côté un peu de Last of Us, notamment le Ouais, premier, tu vois. complètement. Et donc on est dans la pénombre, enfin c'est plutôt cool. Après tu vois l'IA des gardes, des ennemis, ceux qui nous pourchassent, elle est pas bien développée. Alors encore une fois, je suis qu'au début, donc enfin voilà, je pense à la fin du jeu j'en saurai plus, mais je pense que c'est un jeu où vraiment tu peux l'apprécier parce que si tu le sais, on va dire modeste par rapport à tous les AAA dont tu parlais par exemple Damien.
si tu le prends comme il vient, je pense que tu l'apprécies énormément. Moi, je savais que j'allais pas prendre un plaisir fou, claque immense, voilà, ouais. par rapport aux deux jeux précédents. Mais ouais, mais une fois dedans, tu vois, ah ouais, c'est bien vu. T'as un gameplay qui est intéressant, tu vois, avec en gros, je sais plus comment elle s'appelle la personnage qu'on incarne, mais cette ado, elle a une fronde et donc l'idée c'est de l'utiliser pour par exemple quand on est dans des souterrains et qu'il y a plein de rats, il y a des petites lumières quand même, enfin des bougies, ce genre de choses, donc du coup tu balances, enfin ta fronde, etc. Donc voilà, t'as un petit gameplay qui est intéressant, c'est sympa, l'histoire est cool quand même, hein. L'histoire a l'air vraiment sympa, l'univers l'est bien. Enfin, c'est assez dark, donc moi ça me plaît vraiment. Donc franchement, je conseille ce jeu, mais c'est vrai que je prends énormément mon temps à y jouer, tu vois. C'est pas. Mais oui, c'est ça. Je crois que le studio, il doit être. C'est dans le sud de la France. Alors je sais pas, je crois Bordeaux ou Toulouse. Et encore, j'ai vite fait regarder, mais franchement, pour un jeu français. Enfin, tu te dis, c'est cool quand même qu'ils aient pu faire un truc comme ça, quoi. Parce qu'au début, je pensais pas du tout que ça allait être français. Je m'attendais, tu vois, à un jeu un peu comme celui que tu viens de nous décrire, Damien, tu vois, en termes de Ils sont à Bordeaux. Modestie, tu vois. Voilà. C'est Bordeaux. Studio bordelais. J'ai envie de dire pour clore cette parenthèse vidéoludique française, c'est un petit peu comme les films français. On n'a pas beaucoup de budget, mais des fois on a des bonnes idées. Voilà, c'est un petit peu le un petit peu le truc. C'est ça, ouais. Et ben de mon côté, les gars, je vais vous parler d'un livre. J'ai un petit peu spoilé en me plantant parce que c'est l'une des premières fois qu'on utilise Riverside, mais je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'univers à portée de main. C'est un livre de Christophe Galfard. Alors, L'univers à portée de main, c'est un livre sur l'univers. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Non, c'est un livre de vulgarisation scientifique. Pour le coup, Christophe Galfard, c'est un physicien théoriste, un physicien. En gros, c'est un physicien qui fait de la physique théorique, contrairement à la physique. Oui, c'est étonnant comme manière de expérimentale. Je vais essayer de regarder. Voilà. En tout cas, mais peut-être du coup. Et c'est en gros, il est, si vous voulez, il est spécialisé en physique théorique. Il a obtenu son doctorat à Cambridge sous la direction de Stephen Hawking. Alors la physique théorique, je suis en train de lire ça. C'est la branche de la physique qui étudie l'aspect théorique des lois physiques et en développe le formalisme mathématique. C'est dans ce domaine que l'on crée les théories, les équations et les constantes en rapport avec la physique. Voilà. Moi, je vous coupe vite fait, mais vous êtes capable là, pendant qu'on est avec tout ce setup, de faire des recherches et que ça lag pas? Ah ben oui, incroyable. Que moi, mon PC là, c'est bon, il attend la fin du live pour pouvoir. Excusez-moi, mais je regarde ce que tu nous mets à l'écran. Tu fais ça bien, Corentin, c'est cool. Alors, ce monsieur, donc il a étudié sous Stephen Hawking. Il a même co-publié un livre avec ce dernier, donc Georges et les secrets de l'univers en 2007. Et là, il nous raconte, je vais vous lire un petit extrait qui est pas vraiment un extrait, qui est plus un résumé, mais qui donne un peu l'idée. Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Sa puissance est à couper le souffle. D'énormes boules magnétiques gonflent et se percent, éjectant vers l'espace des milliards de tonnes de matière brûlante qui transpercent votre corps éthéré. Le spectacle est extraordinaire et vous vous demandez soudain, avec une légère jalousie, ce qui rend le Soleil si spécial par rapport à la Terre. Imaginez que vous puissiez voyager à travers les étoiles jusqu'aux confins de la galaxie, plonger au cœur d'un trou noir, entrer dans le monde quantique, et c'est ce que le livre nous offre en fait, de façon très accessible. Donc le but ici, c'est pas de faire de la physique quantique avancée avec des calculs et des choses comme ça. Il y a une équation. Dans tout le bouquin, c'est E est égal à mc2, la fameuse équation de Einstein. Et là, en fait, il nous prend par la main, un peu comme je viens de vous le lire, en nous amenant et en nous décrivant des actions qui peu à peu nous amènent dans l'espace, dans des trous noirs, dans d'autres galaxies. Il nous explique la gravité, et même moi qui suis quand même assez passionné du sujet, loin d'être spécialiste, mais j'ai vu pas mal de choses, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, et j'ai encore appris pas mal de choses. Je suis encore en train de le lire, et on plonge vraiment aussi dans la physique quantique. Alors, c'est super compliqué la physique quantique, mais il la rend assez accessible, et pour le coup assez agréable à lire. Donc c'est un livre qu'on m'a offert et je vous le conseille grandement. J'ai un petit conseil si vous voulez pas tout de suite vous lancer dans le livre. Il a une conférence. Alors attendez, je vais vous la trouver à l'espace des sciences de Rennes, qui est qu'on m'a recommandé également. Donc
je vous invite à aller la voir. Donc voilà, Espace des sciences de Rennes, conférence de Christophe Galfard, des trous noirs à l'origine de l'univers. Bon, ça dure 2 heures, mais vous mettez ça un soir où vous avez rien à faire en fond et vous allez apprendre pas mal de choses. Je vais noter. Hein. Voilà. Christophe Galfard. Ouais, très intéressant ce monsieur, c'est un Français. Et son livre est merci, top. c'est une belle découverte. Et en plus, la vidéo a été vue pas mal de fois, j'ai l'impression. Il a une certaine renommée déjà. Hein. Il y a plus de 2 millions de vues là. Oui, il est assez connu pour ses conférences notamment. Tu vois, il y en a une autre ici qui a fait 230 000 vues, E égale à MC2. En fait, c'est un vulgarisateur qui est quand même assez apprécié parce qu'il a un sens du storytelling. Il arrive à vraiment à raconter une histoire avec les faits scientifiques et ce qui rend le truc beaucoup plus digeste, effectivement. Merci pour cette découverte. Est-ce que vous avez un autre petit truc à nous partager ? Ouais, carrément. Bah, je me permets parce que vous me faites faire des super ponts là, c'est super agréable. J'ai découvert sur Netflix, c'est mon colocataire qui m'a dit de regarder cette série parce que c'est une mini-série de 20 minutes d'animation, tu sais un peu qui reste intelligente mais qui te fait passer un bon moment, tu vois. Rick et Morty. Excuse-moi Nico, je t'invite juste à parler un petit peu plus fort. On va dire. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu mieux là ? Je suis désolé. Je t'en prie, vas-y. Ça le fait, vous m'entendez les gars ? Ok. Donc je disais que mon coloc m'a conseillé de regarder une série sur Netflix, qui est une sorte de substitut, on va dire, à Rick et Morty en attendant la 5e saison, qui s'appelle le Final Space. Alors je ne sais pas si ça vous parle, et c'est une chouette découverte, franchement. Ouais, je la conseille énormément parce que on est sur un délire, tu vois. J'ai réfléchi à une image tout à l'heure. Imaginez The Mandalorian, mais en mode animation et un peu plus humoristique évidemment. Et vous avez Final Space, à peu près. Hein, je grossis vraiment le trait, mais c'est super. Tu vois, il s'appelle comment il s'appelle le blob là. Mooncake. Comment il s'appelle donc t'as le personnage qui s'appelle Gary, qui est doublé par le Cap. Il est doublé par le Caplin en version française. Alors moi je regarde en VO. Et en fait le petit truc vert là, du coup il me fait penser, tu sais, au bébé Yoda là qu'on a tous vu dans The Mandalorian. Et en fait lui il s'appelle Mooncake. Et les deux se rencontrent au début ils se rencontrent au début du premier épisode. Et puis une relation particulière d'amitié se noue entre les deux. Et puis Gary, donc qui est le personnage principal et tout. Déjà il est super drôle, hein, il est excentrique et comment on appelle ça, il est hyper speed tout le temps et tout, mais il dégage un truc, c'est vraiment chouette. Et tous les personnages avec lesquels il va s'entourer, former une équipe, sont vraiment cool. Donc effectivement on a plein de références à tout ce qu'on connaît dans. Je pense, j'ai regardé un épisode tout à l'heure, j'ai tout de suite pensé à Star Wars 1 de la seconde trilogie, mais voilà, ils s'inspirent énormément de trucs qu'on a déjà vus, mais ils en font quelque chose qui est vraiment sympa à regarder, très agréable. C'est drôle, c'est beau. La BO, j'aime beaucoup la BO. Voilà, regardez-la, regardez un petit épisode en vrai, même plusieurs. C'est assez prenant et la première saison, ouais, franchement, elle est pas déconnante. Et même si tu vois un concept peut plaire, etc., les personnages sont chouettes. La trame, l'arc narratif, en tout cas de la première saison, je la trouve vraiment bien foutue. Et même la fin a été étonnante. Et franchement, ouais, je continue. Donc il y a la saison 2, là, je suis en train de la regarder. Et il me semble que la saison 3 a été diffusée ou va l'être, je sais plus exactement. Mais voilà, on est parti pour un des petites aventures avec Gary et Mooncake. Donc ça parle de l'espace, c'est pour ça que j'ai... ça parlait de Final... l'univers, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Final Space. Final Space. La petite histoire, c'est que du coup, leur but, donc à Gary et Mooncake, en fait Mooncake, il est très mignon, mais c'est une arme qui peut détruire des planètes d'un coup comme ça. Donc du coup, il y a plusieurs personnes mal intentionnées qui souhaiteraient le récupérer. Donc Gary, il s'est lié d'amitié avec lui, donc il va tout faire pour le défendre. Et dans le même temps, le Final Space, c'est un espace temporel, tu vois, une brèche dans l'espace qui vient d'arriver à côté de la Terre. Et en fait, ce Final Space, c'est une prison pour titans. Et donc, le but de Gary et de son équipage, ça va être de fermer cette faille, cette prison des titans.
pendant la première saison. Ça sera son objectif, et puis après, du coup, on Ça a l'air partira très sur, cool. sur d'autres Ça a aventures, l'air mais très Ok. c'est vraiment bien fait. Ouais. Bah Et puis merci. c'est rigolo. Franchement, il y a des personnages vraiment sympas. Merci C'est Nico. plutôt bien joué. Merci Écoute, Nico. Merci beaucoup. je me suis Damien, lancé est-ce que tu dans la as lecture quelque d'un chose bouquin. d'autre Alors, je vais le montrer à l'écran et ensuite on pourra certainement le trouver en version plus... qui s'appelle Le regard féminin, une avec révolution notre à super l'écran. régie? C'est un essai féministe d'une femme qui s'appelle Iris Bray. Et en fait, c'est un essai sur le cinéma, à la fois féministe et sur le cinéma. Et en gros, peut-être que le mieux, c'est que je vous lise la définition qu'elle donne de ce fameux regard féminin dans son bouquin. Donc le regard féminin, c'est aussi appelé le female gaze. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Et donc elle Ah ouais. écrit... Ouais, exactement. En fait, c'est une vraie... Enfin, Il y c'est a une le male réaction. C'est gaze et le l'inverse du female male gaze. gaze, qui est très très connu. Ouais. Et donc elle écrit... Si Ce qui nous est pas dev- vraiment. Ouais. Ouais. Ce qui est pas vraiment. Alors, du coup, juste pour qu'on, excuse-moi Damien, juste pour qu'on rappelle, parce que moi-même je dois avoir un doute, mais est-ce que vous l'avez utilisé la dernière fois qu'on avait vu, comment, je sais plus quel film on avait vu, mais tu avais utilisé ce terme et du coup, vu que j'avais un exemple à l'écran, je l'avais Écoute, compris. Mais franchement, je te propose de peux-tu, te relire, refaire une de te définition relire ce pour qu'elle écrit dessus, en fait. les Et étourdis après, je comme vais vous moi. donner un exemple, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dans son bouquin, donc Ok. elle parle Ok. de ce female gaze, et en fait, elle cite énormément de films, dont des très connus, dont en fait Wonder Woman. Donc, je vais vous lire un petit extrait sur Wonder Woman aussi, et comme ça, on va comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, elle dit, si nous devions définir le female gaze, ce serait donc un regard qui donne une subjectivité au personnage féminin, permettant ainsi au spectateur et à la spectatrice de ressentir l'expérience de l'héroïne sans pour autant s'identifier à elle. Donc c'est vraiment en fait pour elle le female gaze. En fait, tout vient du male gaze qui est le regard en fait le regard masculin et que beaucoup de gens décrivent parce que c'est une manière de filmer les corps féminins notamment qui les chosifie, qui les rend vraiment comme des choses, qui les rend comme juste des êtres désirables pour les hommes et tout ça. Donc c'est par exemple un gros plan sur des fesses de femmes enfin au cinéma. C'est typiquement ce qui va être considéré comme male gaze, c'est-à-dire que c'est en fait ça mime le regard de l'homme qui lui va voir une femme et qui du coup va zoomer sur ses fesses quoi. Voilà, donc c'est un peu ça le principe. Et du coup, elle parle par exemple du film Wonder Woman de 2017. Je sais pas si vous l'avez vu les gars le film d'ailleurs. Et ben je l'ai pas vu non plus, mais en fait Alors ce qu'elle pas en dit encore. Non. me donne envie de le voir. Non. J'ai pas eu l'occasion. Parce que donc elle écrit, Parfait. je vous cite ce qu'elle écrit sur le film Wonder Woman. La réalisatrice Patty Jenkins ne filme jamais son héroïne comme un objet, mais comme un sujet super puissant. Même lorsque la jeune femme apparaît pour la première fois en super-héroïne au bout de 1h15 de film, avec toute sa panoplie, jupette, bustier, bottes montantes, la mise en scène ne s'attarde ni sur son costume ni sur son corps taille mannequin, mais sur ses accessoires. On passe d'un gros plan de son bouclier à un gros plan de ses bottes qui escaladent une échelle, à un autre de son lasso le long de sa cuisse. Wonder Woman sort d'une tranchée et pénètre sur le champ de bataille. Ce mouvement d'aile montant le long de l'échelle, sans que la caméra la filme de dos, ni se focalise sur ses fesses, donne l'impression qu'elle surgit de terre. La caméra tournoie autour de ses genoux, puis de son visage, littéralement remonte au sein du cadre. Au plan suivant, on la voit en entier, s'avançant face à la caméra, véhiculant un sentiment de toute puissance. D'habitude, pour traduire l'entrée fracassante d'une héroïne, la caméra la filme de haut en bas, et ce mouvement la réduit à son apparence. Filmer l'héroïne sortant de terre sans avoir recours à un panoramique vertical où le mouvement de la caméra serait identique à celui du regard allant du haut vers le bas, mais à un plan fixe dans lequel la tête de l'héroïne apparaît et remonte dans le cadre, semble être une idée de mise en scène très simple, alors que c'est un geste radical. Voilà. Donc, j'espère que c'est à peu près clair, mais en gros, voilà. Ce qui est intéressant en fait dans ce bouquin, c'est que elle donne pas mal Super intéressant. d'éléments très très filmiques en fait sur comment analyser une image, comment analyser un point de vue de caméra pour en fait en déduire comment on considère les personnages. Et pour elle en fait, elle part du constat qu'il y a énormément de personnages féminins dans le cinéma qui sont objectivés, réifiés, chosifiés, et qu'en fait on n'a pas vraiment une expérience de ce personnage-là en tant que sujet. Et que en fait le cinéma gagnerait à être plus éthique parfois dans la manière de filmer les personnages féminins. Voilà. Donc c'est hyper intéressant, je vous le conseille. Ok.
En vrai, ça a l'air d'être super. Ouais, carrément. Bah, en vrai, Et si un jour écoute, je te tu peux le me le prêterai. Ouais. En prêter, plus, par ce qui est trop exemple, cool, c'est que en fait, ça a l'air elle d'être cite super intéressant, ouais. toutes les 2-3 pages, elle cite Pour son un film, analyse, donc il y en a franchement, ouais, forcément que vous carrément, avez là, déjà vu parce qu'elle cite des trucs très très connus. Elle est pas que dans du cinéma de niche. Bah là, par exemple, Wonder Woman, ça reste du truc très très grand public quand même. Et du coup, c'est intéressant justement de bah de mettre en application directe ce qu'elle dit en fait sur du concret quoi. Ouais, tel film, ok. Ah oui, je me souviens de ce plan-là, ok, effectivement. Et du coup, on comprend son argumentation très bien. Hmm. Mais du coup, comment dire, là, tu parles de Wonder Woman, du coup, qui est réalisé par une femme. Et donc du coup qui a l'air justement de pas chosifier les femmes au cinéma, enfin en tout cas les héroïnes et tout. Est-ce que à l'inverse elle Et traite de effectivement, ouais, films ouais. qui Alors, bah là, justement je vais bah, sont donner un machistes exemple quoi, qui en est gros, pas représentatif parce que ce qu'elle dit bien pour des contre-exemples, ce genre de choses. dans le livre, c'est que un cinéaste homme peut faire des films female gaze et une cinéaste femme peut faire des films male gaze. Donc c'est pas du tout parce que le cinéaste est un homme qu'il va automatiquement faire du film male gaze et inversement qu'une cinéaste femme va forcément faire des films female gaze. Donc là, il faut désynchroniser le genre du cinéaste du type de film qu'il va faire, mais elle cite du coup un film qui est pour elle l'archétype du male gaze absolu, qui du coup a été réalisé par un homme, hein, et c'est un film qui s'appelle Mektoub My Love de Keshish. Je sais pas si vous l'avez vu. Écoute, je t'avoue qu'elle est pas mais très tendre forcément, si on va sur chercher Keshish. Keshish, Moi, j'ai pas vu beaucoup de films de là, Keshish, donc voilà, mais non, ouais, mais c'est vrai personne n'est qu'apparemment tendre aussi avec durant les Keshish tournages, c'est pas quand ils ont forcément tourné évident. en général. Mais voilà, donc du coup, Mektoub My Love, c'est l'histoire d'adolescents c'est un peu l'éveil du printemps, quoi. C'est un peu des adolescents qui commencent à découvrir la sexualité, le désir, tout ça. Et apparemment, bah là, il y a énormément de scènes de boîtes de nuit où on voit des corps ou des choses comme ça. Et bon, pour elle, dans le bouquin, c'est un peu l'archétype du female gaze, un peu en mode bah, les femmes sont vraiment des choses, des objets sexuels, les hommes les regardent tout le temps, et les hommes, ils ont une personnalité, une profondeur de personnage, alors que les personnages féminins, selon elle, dans ce film-là, n'en ont pas, quoi. Voilà. Et toi, Coco, est-ce que tu as une autre chose dont tu voulais nous parler? Ok. Bah écoute, merci. Alors, moi, je vais faire du rapid fire pour qu'on puisse clore rapidement. J'ai quelque chose à vous montrer. Alors, très rapidement, je vous mets l'image. J'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux perso. J'ai d'abord Invincible. Invincible, qui est une série Prime Video qui vient d'un comics. Alors attendez, c'est Robert Kirkman, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, je reprends mes notes. Invincible, c'est Robert Kirkman, c'est ça, qui est en fait le créateur de The Walking Dead, le comics. Et dans le rôle principal, on a Steven Yeun qui joue. Alors, je ne me rappelle plus de son nom. Steven Yeun. Dans The Walking Dead, il joue l'un des personnages principaux, presque le seul personnage asiatique. The Walking Dead. Vous allez voir qui c'est. Glenn. Glenn, voilà, merci. D'ailleurs, je suis bête, je vais vous le montrer. Glenn, The Walking Dead. Et donc c'est. Alors c'est qui lui du coup, Glenn de Walking Dead? C'est le personnage principal, l'ado. C'est une spin-off de The Walking Dead, si je comprends bien. C'est lui, Steven Yeun. Alors pas du tout, rien à voir, vraiment, c'est tout à fait un autre univers. Et donc Steven Yeun joue ce héros là qui s'appelle Invincible, Invincible, et c'est l'histoire de héros un peu dans la même lignée que The Boys, qui était beaucoup plus réaliste sur Prime Video, que je vous conseille aussi. Qui est très voilà, vous voyez l'image, très irrévérencieux, très réaliste, très violent. Là, Invincible, c'est un peu pareil, mais sur de l'animé. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a ses pouvoirs. Il est adolescent, il a ses pouvoirs parce qu'il fait partie d'une autre race, un peu comme Superman, et il doit commencer à sauver la Terre un petit peu. Il y a des circonstances un peu étranges avec je vais pas vous spoiler, mais qui inclut notamment son père et des batailles un peu bizarres, des menaces. Enfin voilà, il y a tout un mystère qui se déroule autour de ce personnage et de son père qui est lui joué par J.K. Simmons, qui joue alors notamment dans Whiplash. C'est un rôle incroyable pour lui, mais cet acteur, voilà, qui joue aussi récemment. Il a joué dans quoi? Il a joué, bon, moi je me rappelle de lui dans
dans Spider-Man de Sam Raimi, et J.K. Simmons qui pour le rôle a pris son rôle très au sérieux puisque il s'est mis au sport et à faire du bodybuilding parce que le personnage principal est un héros, est un super héros, super fort et super costaud. Oui, parce qu'on est sur une série d'animation. Lui, il lui donne juste sa voix, il lui prête juste sa voix, mais des acteurs de voix, là, ils ont doublé, quoi. Complètement. Voilà, il joue ce personnage-là. Et donc il a voulu absolument se mettre au niveau. Et donc c'est assez cool. Je l'ai pas terminé, mais ça se regarde bien. C'est très, alors attention, c'est violent. Hein, ne pas regarder avec vos enfants si vous en avez. C'est très violent, mais c'est très drôle et c'est assez passionnant. J'ai quoi d'autre pour vous? J'ai la dernière saison de Lucifer que j'ai vue. Je sais pas si vous avez vu Lucifer, la série. Oh, je regarde pas ça. Cette série qui est une série qui a été rachetée par Netflix. Qui est aussi sorti d'un DC, d'un comics DC, qui raconte l'histoire en fait du diable qui en a eu marre de l'enfer. Le mec en a marre de l'enfer et il descend à LA. Et qui vit sa vie à LA il aurait pu choisir la Bretagne, tu vois, pour avoir un vrai paradis, quoi. Exactement. Alors je ne peux que vous conseiller les 3 premières saisons. Je trouve que la 5e, c'est un petit avertissement, est vraiment, elle fait ça, quoi. Elle fait des montagnes, elle fait des hauts, des bas et des hauts, des bas et des hauts, des bas. Autant entendre des choses intéressantes parce qu'on s'est un peu libéré des carcans de la télé avec des pubs toutes les 10 minutes et tout parce que Netflix les a rachetés. Autant je trouve que on tombe un peu dans le Will they won't they, la romance de tous les personnages. Il faut que tous les personnages aient une romance, donc voilà, c'est pas terrible. Et en dernier, j'ai Sweet Tooth. Ah non, j'ai Love, Death, Robots saison 2. Pareil. Ah oui. Alors super série, okay, effectivement, je suis bien d'accord. Mais la saison 2 m'a un peu déçu. Donc j'aimerais bien avoir votre avis si vous voulez la voir. Qui sont pas, en fait, c'est une série, mais c'est une anthologie, c'est-à-dire que les épisodes se suivent pas et ils sont dans des univers très différents. Et on parle de comme ça se dit là, d'amour, de mort et de robots. Voilà, et c'est une série, alors le gros name dropping, c'est une série produite par Joshua Donen et David Fincher, petit peu connu, ce monsieur, un petit nom dans le milieu. Et donc voilà, je vous mets des images de la première saison, ces épisodes que j'ai beaucoup aimé, les 3 robots. La saison 2, je trouve, est un petit peu en dessous. Alors il y a des pépites, il y a des bons épisodes que j'ai beaucoup aimés. Après, je voudrais bien votre avis si vous voulez la voir aussi. Il y en a certains qui sont... Vas-y Nico. Ouais, je suis d'accord que il y en a vraiment des très très bien dans la saison 2. Il y en a, je crois qu'il y en a 2-3 moi qui m'ont vraiment marqué. Mais notamment un en fait qui doit être le seul à se démarquer parce que dans la saison 2, je trouve qu'on est trop sur. Alors c'est super bien joué hein, pour les développeurs, animateurs, je sais même pas comment on les appelle, mais c'est poussé au réalisme de ouf. Et il manquait justement, comme ce qu'on avait dans la saison 1, tu vois, un épisode où ça va être vraiment plus du dessin. Parfois, ça va être effectivement du réalisme de fou, avec aussi des histoires qui étaient différentes. Et je crois que franchement, dans la saison 2, il y a quoi? Il y a des 8 ou 10 épisodes. Je dirais 8. Ouais. Franchement, il y en a que 3 qui vraiment sortaient du lot, tandis que notamment celui-ci. On avait l'impression de voir les mêmes, que ça soit visuellement. Je sais pas si tu te rappelles, celui-là, il était marrant, voilà. ouais. Donc je vous le conseille, on va pas vous spoiler ce qui se passe. Mais moi je préfère, tu sais avec les baleines. Ouais, bah oui, l'épisode avec les baleines aussi. Enfin, voilà. Non, je sais pas si celui-là il est magnifique. Je crois que c'est mon préféré. Voilà. Non, c'est pas en Antarctique puisqu'ils sont pas sur Terre, mais c'était l'idée de l'environnement. Mais ouais, je kiffe quand même la saison 2, hein, mais c'est difficile de dire que c'est en dessous de la première parce que tu vois, c'est une anthologie comme t'as dit Damien, donc les épisodes n'ont tellement rien à voir. Et personnellement, pour moi, j'ai moins apprécié que la première saison. Je trouvais qu'il y avait des idées un peu plus développées et assumées dans la première saison que dans la deuxième. Voilà. Par contre, t'as raison qu'en termes de scénario, ceux de la première saison étaient quand même plus assurés et originaux, quoi. Voilà. T'as raison. Et puis avec comment dire, du dessin, de l'animation, une forme qui changeait, quoi. Enfin, t'avais vraiment de tout. Et dans la saison 2, on est vraiment à peu près sur la même chose, quoi. Je me permets de te couper Nico parce que je sais qu'on a un petit décalage. Et finalement pour clore, je vais être très rapide sur Sweet Tooth.
que je suis en train de regarder, qui est une série produite par j'ai vu le plein de couple pubs sur cette série. Downey Junior, Robert Downey Junior et sa femme, je crois que c'est Suzanne. Voilà, qui vient aussi d'un DC, qui est un comics. Qu'est-ce que t'en Sweet penses Tooth. de ça alors, Coco? Et pour le Enfin, coup, si c'est Robert, je note. Hein. voilà. Je suis fan de ce mec. Eh ben écoute, pour l'instant, je la regarde toujours, ce qui veut dire que c'est pas mauvais. En tout cas pour moi, puisqu'en j'ai très vite tendance, au bout de 20 minutes, si je vois déjà la fin de l'épisode dans ma tête et que j'ai 2 possibilités de fin de saison dans le scénario de déjà pris dans ma tête, je vire la série parce que je la trouve trop prévisible et pas très très bien écrite, ce qui arrive beaucoup sur Netflix. Et pour le coup, moi j'aime bien pour l'instant. Il y a des personnages un petit peu agaçants, mais ils sont bien écrits pour être agaçants. Donc franchement, ça vaut le coup de au moins tenter. C'est un monde post-apocalyptique. Il y a de la Après, pandémie dans The tous les Sick, sens en ce moment, la c'est maladie. fou, hein. Donc encore une fois, on est dans du post-apo et donc exactement. Et la maladie a tué énormément de monde et on se retrouve dans un monde après la maladie où il y a des hybrides, comme vous pouvez voir le personnage de Sweet Tooth, Gus, qui lui est hybride biche. Ça tombe bien, comme ça c'est quand même assez beau gosse, alors qu'il y en a des très très moches. Et en fait, les enfants sont nés hybrides parce que c'est une façon pour la nature de s'adapter, et ils sont plus ou moins chassés par les restants, The Last Men, les derniers hommes, qui eux jurent corps et âme que ce sont les bébés hybrides qui ont causé la maladie, alors que bon, ce sont juste des enfants. Mais en tout cas, à regarder, au moins à tenter, c'est assez. Et ben, en tout cas, c'était Ça a l'air cool. c'était super cool de se faire ce petit rassemblement, partage d'œuvres culturelles. On espère que ça vous a plu aussi à ceux qui nous ont regardés en live, ceux qui nous regarderont peut-être après sur YouTube. Et puis, il nous reste à nous souhaiter une bonne soirée peut-être, et puis en tout cas à se dire à la prochaine pour l'épisode consacré à l'optimiste. Exactement, bonne soirée à tous. À la et prochaine, puis, merci beaucoup. Merci les gars d'être présents. Salut. Bon appétit.